Bonjour, l'objectif de cette nouvelle capsule vidéo est de continuer à vous faire comprendre quels ont été les changements de l'Europe à l'âge industriel, à savoir au 19e siècle. Après avoir compris dans les deux premières parties du chapitre que l'Europe a changé sa façon de produire, de fabriquer, après avoir également compris qu'il y a des changements dans les transports, nous allons voir aujourd'hui quels ont été les changements de la population européenne au 19e siècle. Premier changement concernant cette population européenne, eh bien on le voit, cette population a fortement augmenté. Elle est passée de 195 millions d'habitants en 1800 à près de 422 millions en 1900. C'est vraiment une explosion démographique. Ce que j'entends par explosion démographique, ça veut dire vraiment une forte augmentation de la population. Comment se fait-il que cette population qui avait stagné pendant des siècles a autant augmenté au 19e siècle? Eh bien vous allez comprendre qu'il y a trois choses qui vont l'expliquer. La première chose, c'est le fait que la population européenne va pouvoir mieux se nourrir, avoir plus de quantité. Comment peut-on l'expliquer? Eh bien, ceci est dû au fait qu'il y a des progrès qui sont réalisés dans l'agriculture. Comme vous le voyez ici sur la peinture, on voit qu'auparavant, très souvent, les agriculteurs n'avaient pas les moyens et surtout ne connaissaient pas des produits tels que les engrais ou les insecticides qui permettaient en fait de chasser les petites bêtes. Eh bien, au 19e siècle, peu à peu, on va utiliser des engrais dans les champs, ce qui va permettre d'avoir de meilleures récoltes. De la même façon, on voit également qu'il y a de gros progrès agricoles, en ce sens où peu à peu, les exploitations agricoles vont se mécaniser. Alors ça sera beaucoup plus long et ceci va permettre de pouvoir récolter également en plus grande quantité. Donc si vous comprenez bien, si on mange mieux en plus grande quantité, eh bien on va être moins malade et on pourra vivre plus longtemps. La deuxième raison qui va l'expliquer, c'est que le 19e siècle, c'est vraiment un siècle d'innovation scientifique. Les médecins, les scientifiques vont faire des recherches et le premier d'entre eux, c'est monsieur Louis Pasteur. Et Louis Pasteur va comprendre de nombreuses choses. Il va comprendre déjà que lorsqu'on veut soigner quelqu'un, il est important de stériliser le matériel qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on va nettoyer le matériel qu'on utilise d'un patient à un autre. C'est très important et je pense que vous le comprenez avec l'épidémie qui nous touche en ce moment. C'est lui également qui va mettre au point les premiers vaccins, mais c'est également lui qui va comprendre en fin de compte qu'il faut lutter contre les microbes. Il ne sera pas le seul à comprendre qu'il faut lutter contre les microbes. Ce sera également le fait de plusieurs scientifiques anglais. Et tous comprennent, et ça sera la troisième raison qui va faire que la population va pouvoir vivre plus longtemps et pourra être soignée, c'est que de gros progrès vont être réalisés dans l'hygiène. Dites-vous bien que pendant des siècles, eh bien, on n'avait pas l'habitude de se laver comme vous le faites aujourd'hui tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine. C'était d'ailleurs même interdit par l'Église, qui pensait en fin de compte c'était une mauvaise chose de se laver. Très longtemps, c'était une mode, rappelez-vous, par exemple à l'époque de Louis XIV, de ne pas se laver et de couvrir sa crasse avec de la poudre sur les joues. Je vous explique pas les odeurs. Là, on comprend plusieurs choses. On comprend déjà qu'il est important que si on ne veut pas être malade lorsque l'on mange et lorsque l'on boit, c'est de consommer de l'eau potable. C'est la raison pour laquelle au 19e siècle, un peu partout dans les villes, on va installer des égouts pour récupérer les eaux usées et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des canalisations pour qu'on puisse avoir de l'eau courante qui soit propre. On comprend également qu'il est important de ramasser les déchets. Alors, ça ne sera pas systématique, hein. Vous verrez que encore très longtemps, au début du XXe siècle, il y aura encore des déchets qui vont joncher un peu toutes nos campagnes. Mais malgré tout, en 1883, par exemple à Paris, c'est la première fois qu'on va ramasser les déchets. Vous le voyez ici, ces hommes sont en train de ramasser les déchets dans la ville de Paris. Eh bien tout ceci, c'est dû à un préfet qui s'appelait Monsieur Poubelle. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce que l'on a chez nous, ça s'appelle des poubelles. Mais ce que les Européens veulent peu à peu comprendre, c'est qu'il est très important de se laver. C'est très important pour ne pas avoir des microbes, pour ne pas véhiculer des maladies. C'est la raison pour laquelle, peu à peu, dans les grandes villes, on va ouvrir des bains publics, c'est-à-dire des lieux où chacun pourra aller prendre une douche lorsqu'il le voudra. Il y aura aussi un système de hammam. Alors, tout de suite, je vous signale qu'on ne se baigne pas en même temps, on ne se lave pas en même temps. Il y a des espaces pour les femmes, des espaces pour les hommes, mais ces bains publics vont se développer. Les plus riches, eux, à la fin du 19e siècle, très souvent, vont avoir les moyens de pouvoir installer chez eux des baignoires. Donc ça change aussi complètement. Mais surtout, ce qui va changer, c'est cette troisième affiche, c'est le savon. Chacun comprend qu'il est important de se laver avec du savon. Et on verra qu'à la fin du 19e siècle, on aura plein d'industries qui vont se mettre à fabriquer du savon. Et chacun comprend qu'il faut se laver. Alors d'accord, dans nos campagnes, on continue à se laver à la bassine. On va peut-être pas se laver tous les jours, mais en tout cas, il y a des progrès dans l'hygiène. On comprend aussi quelque chose de très important, laver son linge. Pendant très longtemps, eh bien, les hommes vivaient en guenilles avec des habits qui étaient sales, qui étaient mal entretenus. Eh bien, on pense que c'est important
de laver ses vêtements pour pas véhiculer les virus. Ça aussi, vous devez le comprendre avec le Covid-19 aujourd'hui. On sait très bien que le virus peut se donner en fin de compte avec les vêtements. Là, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle, au 19e siècle, on sait qu'un peu partout, dans nos campagnes, vont se développer des lavoirs. Il y en avait déjà des lavoirs, mais là, on en construit de plus en plus. Alors, vous voyez, les lavoirs, ce sont des lieux où les femmes viennent prendre l'habitude de laver leur linge. Et c'est des lieux également de convivialité. Il y en a plusieurs dans vos villages. Par exemple, sur Tramail, il y en a au moins 3. Tous ces progrès seront très importants parce qu'ils vont permettre de faire disparaître de grandes maladies comme le choléra. À l'époque, ce qui était mortel, c'était le choléra. Le choléra, c'était une maladie qui se manifestait par le fait qu'on commençait par avoir des fortes diarrhées, on était déshydraté et le plus souvent, en fin de compte, on en mourait. Ce choléra était vraiment très très mortel. Grâce à tous les progrès, aussi bien l'alimentation, médicaux et de l'hygiène, on va s'apercevoir qu'au 19e siècle, la mortalité va baisser et surtout la mortalité infantile. Je vous rappelle, la mortalité infantile, c'est la mortalité qui frappe les enfants qui ont moins de 1 an. On voit très bien qu'entre 1740 et même 1900, que cette mortalité infantile baisse. Donc il y a bien eu encore quelques pics avec ce choléra qui touche encore jusqu'en 1850. Et après, la population, la mortalité va baisser. Donc si vous comprenez bien, la natalité pendant tout le 19e siècle reste stable. On continue à faire autant d'enfants. Mais la mortalité a baissé, comme on l'a déjà expliqué, à cause, je répète, des progrès agricoles, médicaux et de l'hygiène. Si la natalité reste stable et la mortalité baisse, on a bien une explosion démographique, c'est-à-dire que la population européenne va augmenter. Ça, c'est le premier changement que connaît notre population européenne. Le deuxième changement est le suivant. La population va s'urbaniser. Que cela signifie-t-il ? Vous retenez bien ce mot. Urbaniser, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont aller vivre en ville, qui vont vivre en ville. À l'inverse, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de monde dans les campagnes. C'est ce qu'on vous montre ici dans le schéma avec la population rurale. Pourquoi ? Parce qu'à la campagne, il y a moins de travail qu'avant. On l'a vu auparavant. Il y a eu des progrès agricoles, il y a des machines. Un exemple tout bête. Par exemple, auparavant, 1800, lorsqu'on voulait moissonner un champ de 100 mètres carrés, un ard de blé, il fallait 1 heure à la faucille. Là, en 1900, il fera plus que 2 minutes à la faucheuse. Donc, il y a des progrès agricoles. Ça veut dire qu'on a besoin de moins en moins d'hommes. On voit bien ici qu'au début du 19e siècle, ce sont des femmes qui travaillent à la main et à la fin qu'on va travailler avec des machines. Conséquence, les hommes qui n'ont plus de travail à la campagne, ils vont aller en ville. D'autant que la ville attire. Et pourquoi la ville attire-t-elle ? On le sait. On sait très bien qu'en ville, au 19e siècle, se sont construites les fameuses usines, comme les usines Schneider au Creusot, que pour fonctionner, ces usines ont besoin d'une main-d'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, les jeunes, souvent les jeunes, quittent la campagne pour aller en ville. Vous voyez ici une jeune fille qui quitte sa campagne, elle est très heureuse parce qu'elle espère aussi que vivre en ville, ça sera du bonheur, ça sera quelque chose qui sera nouveau. Le départ de la ville vers la campagne, vous devez retenir, ça s'appelle l'exode rural. Donc cet exode rural va vraiment frapper toutes les régions européennes. En Saône-et-Loire, par exemple, la population des campagnes va vraiment quitter peu à peu les campagnes pour aller s'installer, par exemple, au Creusot. Alors, pas trop chez nous, peut-être pas trop dans nos villages, mais en tout cas, au nord de la Saône-et-Loire, il y a beaucoup de villages qui vont se vider pour que les gens puissent aller s'installer au Creusot, là où se trouvent les usines Schneider. Ce qui fait donc que ces petits bourgs, comme le Creusot, qui autrefois n'était pas peuplé, d'un seul coup vont voir leur population considérablement augmenter. Regardez le cas du Creusot. En 1840, on n'avait que 2700 habitants. Si on regarde 60 ans plus tard, c'est passé à 30 500 habitants. Le Creusot n'est pas isolé. Un peu partout en Europe, comme vous le voyez sur cette carte, les grandes villes vont exploser. Elles vont devenir encore plus grandes. C'est le cas de Lyon, donc le Creusot dont je viens de parler, Paris, Lille par exemple, mais également Manchester qu'on étudie en Angleterre. Toutes ces villes qui sont situées, rappelez-vous, à côté des bassins houillers, là où il y a du charbon, ce sont des villes qui ont des usines, qui attirent des ouvriers et qui vont augmenter de plus en plus. Paris, par exemple, en 1800 avait 550 000 habitants. Sa population va doubler en un siècle. Et ce qui veut dire que la ville va s'agrandir de plus en plus, comme il y a de plus en plus d'habitants. Regardons Paris. Voilà Paris telle qu'elle était au début du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, la ville de Paris s'est agrandie. Elle a pris tout cet espace pour que les ouvriers puissent venir s'y installer. Ça veut dire aussi que ces villes doivent être aménagées, comme il y a de plus en plus de monde. Donc, par exemple, dans la ville de Paris, on va construire des grandes avenues pour que la population puisse mieux se déplacer.
On a dit on va construire des égouts, on va ramasser les poubelles, on va aussi construire pour la sécurité de toute cette nouvelle population des réverbères à gaz. En fin de compte, c'est nos lampes que l'on a la nuit qui vont nous éclairer. Troisième changement maintenant, la population européenne va vraiment être frappée par une forte émigration. Que veut dire émigration? Ça veut dire que des Européens vont quitter leur pays pour aller s'installer ailleurs. On le voit très bien sur cette carte que vous avez étudiée pour aujourd'hui. Qui part et pourquoi? Tous les Européens ne quittent pas leur pays. Ce sont surtout les Européens qui habitent dans les régions qui sont peu industrialisées. Je vous montre ici par exemple l'Italie et l'Irlande. On le revoit sur cette carte-là. Tous les pays qui sont en vert, ce sont les pays desquels la population va partir pour aller s'installer ailleurs. Où va partir cette population? Cette population, elle part parce que souvent en Italie ou en Irlande, il n'y a pas assez de travail, il n'y a pas assez d'usines. Soit ils vont venir s'installer dans les régions industrielles en Europe, comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc je donne un exemple très concret. Par exemple au Creusot, on sait qu'à la fin du 19e siècle, il y avait plus de 500 Italiens qui étaient venus s'y installer. Il n'y avait pas de travail en Italie, ils sont venus au Creusot, là on avait besoin de la main-d'œuvre. On avait aussi quelques Allemands qui venaient peut-être de régions qui étaient peu industrialisées, quelques Anglais aussi. Mais on sait très bien que la plupart de ces Italiens qui vont migrer ou de ces Irlandais, ils vont carrément quitter le continent européen. Et on voit très bien sur cette carte que le continent qui attire le plus, c'est l'Amérique et notamment le pays des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, eux aussi vont s'industrialiser, vous vous rappelez, avec les nouvelles sources d'énergie, l'électricité, également l'essence. Et les États-Unis vont vraiment devenir le pays qui va attirer le plus de migrants. Vous voyez, plus de 34 millions de personnes venues s'installer aux États-Unis. Et tout ceci explique pourquoi aujourd'hui, dans la population états-unienne, vous aurez beaucoup de descendants d'Italiens, d'Irlandais, mais également par exemple de Polonais. Si je prends le cas des Italiens, on s'aperçoit quand même qu'entre 1876 et 1914, on a quand même eu plus de 14 millions d'Italiens qui sont partis et 5 millions d'Irlandais, ce qui est immense. Vraiment, tous ces gens qui partent, tous ces Italiens, tous ces Irlandais qui partent, je répète, en France, qui partent aux États-Unis, ils espèrent vraiment trouver le bonheur en ville en arrivant dans ce nouveau pays. Ils espèrent vraiment trouver un emploi, ils espèrent vraiment mieux vivre. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que travailler à l'usine va-t-elle être plus facile que vivre dans les campagnes? Est-ce que la ville sera meilleure? Tout ceci, on le découvrira dans la suite du chapitre.